Bonjour, bienvenue dans Première Dame. Dans ce podcast, nous partons chaque mois à la rencontre d'une pionnière, d'une femme d'exception. Ces femmes, elles vont nous raconter leur parcours, leurs victoires, mais aussi leurs difficultés. Dans cet épisode 9, nous allons parler virus, mais promis, pas de celui auquel vous pensez, vous allez voir. Bonjour Nassira Salvan. Bonjour. Vous êtes responsable de la sécurité des systèmes d'information. Plus globalement, vous êtes experte en cybersécurité et vous êtes également la fondatrice du CEF6, le Cercle des femmes de la cybersécurité, qui a pour objectif de promouvoir la présence et le leadership des femmes dans ce milieu. On peut dire que c'est une mission plus que nécessaire puisqu'aujourd'hui les femmes représentent environ 11% de l'ensemble des professionnels de la cybersécurité au niveau mondial. Alors déjà, question toute simple, pourquoi un taux si faible ? La cybersécurité, on a toujours l'image du geek, l'image du hacker, l'image du jeune à capuche avec coca et pizza. Donc c'est la méconnaissance de cette filière qui fait qu'aujourd'hui elle est mal perçue, mal vue parce que ce sont des métiers, c'est une discipline assez récente en fait. Alors vous faites ce métier depuis des dizaines d'années, vous êtes dans ce milieu depuis des dizaines d'années. Est-ce que vous avez quand même vu une évolution du nombre et de la perception des femmes ? En fait, il y a une récente étude qui date, je pense, de mars 2020, donc c'est très très récent, qui fait plaisir, un chiffre qui fait plaisir. Le nombre de femmes dans la cybersécurité a doublé depuis 6 ans, parce que bon voilà, il y a plusieurs organismes, plusieurs associations comme le CEF6, aussi bien à l'échelle française qu'à l'échelle internationale, qui commencent carrément à œuvrer dans ce sens. Comment se situe la France justement au niveau de la place des femmes au niveau mondial ? Est-ce qu'on est plutôt en avance, en retard ? Malheureusement, en France et en Europe, on est en retard, on est carrément en retard. Quand on compare la France par rapport aux pays Moyen-Orient, par rapport à l'Asie, par rapport en Afrique, c'est hallucinant. Mais le chiffre, c'est presque le double. Et au Moyen-Orient, parce que je suis aussi en relation avec l'association des femmes cyber du Moyen-Orient, elles sont plus que 50%. De façon globale dans le numérique et aussi dans la cybersécurité en Asie, pareil. Alors, comment ça s'est passé pour vous ? On va un petit peu parler de votre parcours scolaire déjà. Déjà moi, toute jeune, je voulais être médecin. En fait, j'avais 11 années quand j'ai perdu ma meilleure amie qui est décédée d'une maladie. Je l'ai vue partir à 11 ans. On est encore très jeune, on connaît pas la vie, on comprend pas la mort, on comprend pas comment quelqu'un peut partir de cette façon. Et je me suis dit bon, je vais faire médecin, je vais sauver tous les enfants du monde. À 11 ans déjà, je pense que j'aurais vu ma sensibilité, j'aurais peut-être pas pu faire un médecin parce que je vois du sang, j'ai du vertige. Et puis j'étais brillante en maths et j'avais une professeure de maths, je me rappelle très bien de son nom, Marie-Thérèse Thomaï, qui me disait c'est un gâchis si tu fais autre chose que les maths. T'es faite pour les maths, t'es bien câblée pour les maths. C'est ce que je l'ai écouté, ce que j'ai fait. Et je regrette pas parce que c'est vrai que on n'est pas nombreuses et puis on découvre des disciplines très 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 intéressantes en fait. Alors quand est-ce que vous décidez que finalement ce sera l'informatique ? L'informatique, j'étais curieuse. Vous étiez déjà un peu geek ou oui, un peu geek, mais surtout curiosité parce que le premier programme que j'ai fait, c'était formidable pour moi. J'étais pas encore dans l'informatique. Je me suis dit il y a quelque chose à faire là. Donc c'est pour ça que j'ai fait 5 ans ingénieur en informatique. Ensuite, je suis allée à Glasgow. J'ai fait aussi des études, mais toujours dans l'informatique, les systèmes d'information, les réseaux. J'ai fait un DEA aussi. Ensuite, j'ai fait une thèse de doctorat à l'université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines sur justement les réseaux informatiques et la sécurité des réseaux informatiques. Donc si vous voulez, je nage dans ça depuis le berceau en fait. Donc je suis pas arrivée à l'informatique tard, mais c'est très très vite après le bac, un cheminement que je trouvais logique avec mes compétences en mathématiques, d'aller vers l'informatique. Et pourquoi la cybersécurité ? Je le voyais comme étant
vous parlez de virus à votre introduction, ben oui, on a des virus. On a les médecins qui se battent aujourd'hui contre un virus, mais on a aussi les experts de la cybersécurité qui se battent aussi contre les virus. Donc l'idée, c'est protéger les gens. Encore, je reste dans mon idée depuis l'âge de 11 ans, en fait. Tourner vers les autres. Et c'est ça la cybersécurité. La cybersécurité, c'est protéger les autres contre le mal, poursuivre les mauvais acteurs, apprendre tous les jours, hein, parce que tous les jours il y a de nouveaux virus, donc c'est assez dynamique. Mais ça reste quand même dans la protection des autres contre le mal. Vous m'avez parlé un petit peu de votre parcours d'études supérieures qui est très riche. Vous avez un bac plus 11. Vous avez également une vingtaine de certifications. C'est une nécessité. Il faut être une bête d'études pour pouvoir travailler dans la cybersécurité, ou est-ce qu'on peut, avec des études un peu plus modestes, se faire sa place? Oh, je veux pas faire peur. Non, il faut pas avoir pour mon parcours. Mon parcours, en fait, est motivé par deux choses, par ma nature très très curieuse où j'aime tout le temps apprendre, et aussi par ma facilité aussi. J'étais dans une entreprise, à chaque fois, mon chef, Philippe, je vois toujours de lui, elle est où la bête assertive, Nassira? Tu vas aller nous faire passer quelques examens par moment pour avoir des tarifs avec les éditeurs. Et les éditeurs exigeaient un nombre d'experts. Il m'est arrivé une fois, je suis partie 3 mois à Londres, j'ai passé 12 examens, 12 certifications que j'ai réussi. Les deux choses, la curiosité parce que j'aimais bien ce que je faisais, et puis aussi la facilité. Moi, je ne me rappelle pas avoir passé des heures pas possibles à prendre mes cours. Je me rappelle le bac, ma mère s'inquiétait plus que tout le monde. Elle racontait à ses amis, à la famille, mais je comprends pas, ma fille, elle travaille pas. Quand ma tante lui disait « Ah, mon fils, il a dormi à 4 heures du matin », et ma mère, elle avait la trouille, elle travaille pas, ma fille. Et en fait, j'avais juste cette faculté d'apprentissage très, très vite. J'écoutais le cours et vous l'assimiliez c'est très, très vite. Votre vie active maintenant, à la sortie de vos longues études, vous êtes entré dans la vie active. Vous êtes passé par plusieurs entreprises, dont dans des domaines sensibles, la banque, l'armement. Comment ça s'est passé vos débuts dans le milieu professionnel? En fait, quand je faisais ma thèse de doctorat, déjà, je travaillais, je donnais des cours et je travaillais. Et j'avais le choix de rester à l'université ou quitter l'université. C'est en visitant un laboratoire de recherche en Caroline du Sud que j'ai remarqué que en France, c'était pas très, comment dire, hein, je parle de l'époque, hein, j'ai fini en 97. On n'avait pas les moyens de faire les recherches. Je voyais mes collègues, les thésards. C'est vrai qu'au niveau des salaires, c'était pas énorme. Au niveau des moyens, c'était pas énorme. Et toutes les recherches qu'on faisait, tous les travaux qu'on faisait restaient dans les tiroirs. Quand j'ai vu mes collègues en Caroline du Sud, à l'université où j'étais, je me suis dit c'est pas possible. On peut pas, on peut pas rivaliser. Tout à fait. Alors j'ai commencé au tout début. Déjà, j'étais encore étudiante. Je faisais ma thèse chez un éditeur, 3Com à l'époque. Bon, aujourd'hui, il a été racheté par HP. Alors, un éditeur, c'est quoi? Un éditeur de solutions, c'est un fabricant d'outils de sécurité, d'outils de réseau. Par exemple, l'antivirus. Quand vous mettez sur un poste de travail antivirus, ça aussi, c'est une technologie de protection de l'ordinateur. Et c'était très, très bien parce que commencer par un éditeur, c'est déjà faire le tour de ce qui existe en matière de technologie. Et c'est là que j'ai rencontré SG2 de l'époque, une des filiales de la Société Générale, qui m'a sollicité pour être responsable d'une équipe réseau sécurité pour le maintien, ce qu'on appelle en conditions opérationnelles et en conditions de sécurité de toute l'infrastructure. Hein. Et ça, c'était intéressant parce que j'étais la seule femme, à la tête d'une équipe de 12 personnes. Donc après, je suis allée dans un cabinet de conseil en sécurité du système d'information. Et là, c'était pareil. J'étais chargée d'affaires des clients. Je faisais des audits des sécurités. Je faisais beaucoup de travail intéressant. Mais j'avais pas de responsabilité managériale comme je l'avais à la Société Générale avant. En moyenne, vous restiez combien de temps
dans les entreprises? Alors, la première Société Générale, je crois que je suis restée 3 ans. Le cabinet de conseil CF6, je suis pas restée longtemps, puis ça a été racheté par Telindus à l'époque, et c'est parti à Bièvre. Et moi, c'était l'époque où je commençais à faire des enfants, donc c'était pas possible. Et puis après, j'ai intégré Compagnie des Signaux. Je suis restée 11 années. Où j'ai fait tous les métiers qu'on peut faire en expertise sur les réseaux, la sécurité. C'est là que j'ai passé le maximum des certifications jusqu'à 2010 où Safran, j'ai intégré Safran, un groupe Safran. J'étais d'abord directeur de projet cybersécurité, puis j'étais à la tête d'une équipe d'architectes, responsable d'une équipe d'architectes sécurité toujours. Quand on travaille comme ça dans une entreprise qui est dans un secteur sensible, est-ce qu'on a encore plus de pression? Est-ce que ça change des choses? Ou finalement le travail est le même, peu importe l'entreprise pour laquelle on bosse? Le travail dépend aussi de la maturité de l'entreprise dans laquelle on arrive. C'est vrai que les entreprises qui traitent des systèmes sensibles, il y a déjà de la réglementation en place. On va quelque part appliquer cette réglementation qui impose un ensemble d'exigences de sécurité. Qui s'occupe de donner comme ça les directives pour des entreprises sensibles? C'est le gouvernement? Bah oui. Aujourd'hui, il y a déjà pour certains sujets, il y a la DGA, puis aussi l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Après, quand on rentre dans les systèmes plus ou moins militaires, c'est séparé, mais il y a plusieurs structures étatiques qui travaillent sur ces sujets. Après Safran, j'ai fait PwC, c'est un cabinet de conseil. Un Big Four, ce qu'on appelle un Big Four, un des Big Four. En France? Non, mondial. Une boîte mondiale, comme Deloitte, comme EY, comme... À chaque fois, ces gens-là, on vient vous chercher? Souvent, on vient me chercher, oui. Ensuite, j'ai intégré Thales parce que mon patron de Safran est allé chez Thales. Il m'a appelé, il m'a dit Nassira, viens. Mais après, arrivé à un certain stade, on se dit, j'ai envie de travailler pour moi, et puis surtout avec la création de l'association, j'avais besoin d'avoir une certaine liberté déjà quand on est à la tête d'une association, quand même quelque part, c'est un engagement aussi important. J'avais besoin de temps pour monter ça, et je ne pouvais pas être dans une entreprise à travailler 16 heures par jour et de faire la même chose que ce que je faisais au niveau associatif. Et le deuxième aspect, c'est aussi de pouvoir parler, en fait. Quand on est attaché à aucune entreprise, on peut prendre la parole et dire les choses qui nous plaisent pas, en fonction bien sûr de nos engagements. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de votre entreprise. Vous avez expliqué un petit peu pourquoi. Quelles sont vos missions? Oui, alors moi je suis indépendante. Je travaille en tant qu'RSSI, responsable de la sécurité des systèmes d'information de transition. En fait, je fais du conseil dans la cybersécurité. J'aide les entreprises à protéger, à mettre en place ce qu'il faut, à définir une stratégie pour se protéger. J'interviens aussi beaucoup encore une fois, pour faire de l'opérationnel. Notamment les dernières missions, c'était des gestions des crises cyber. Donc une entreprise qui se fait attaquer, qu'est-ce que je fais? Donc on vous appelle a posteriori de l'attaque. Pour l'anecdote, ça m'est arrivé de faire ça en temps réel. J'intervenais chez un client, donc on définissait la stratégie de sécurité. C'est normal parce que l'entreprise cherchait des levées de fonds, entreprise dans le pharma. Et
Au moment de la réunion, il y a un administrateur qui rentre dans la salle où on était en réunion pour dire au DSI, le directeur des systèmes d'information, c'est lui qui est responsable de toute l'informatique dans l'entreprise, qui lui dit on n'a plus rien, on n'a plus d'internet, on n'a plus de communication. Moi je lui dis parce que vous avez la possibilité de vous connecter sur le firewall, on va dire la boîte qui face à internet qui laisse rentrer ou pas dans l'entreprise. Et il me dit oui, je ramène le portable, j'arrive et il se connecte. Je lui demande de faire c'est très bien, je connais très bien cette technologie et j'ai relevé qu'ils étaient sous le feu de l'attaque. Donc là, je lui dis là tout de suite, vous allez rajouter une règle sur le firewall pour stopper ce flux. Ils étaient en train de se faire exfiltrer une étude clinique et là, si l'entreprise s'est fait exfiltrer, c'était fini pour les millions d'euros ou dollars qui étaient en cours de négociation avec les fonds. Durant toutes ces années de vie active, est-ce que vous avez croisé beaucoup de femmes et à quel poste? Malheureusement, pas beaucoup. Tout au long de mon parcours, j'ai croisé très peu de femmes dans ce domaine et celles que j'ai rencontrées étaient franchement vraiment brillantes, mais quelque part aussi n'arrivaient pas à s'imposer ou alors n'avaient pas assez confiance en elles-mêmes ou alors celles qui s'imposaient, c'est celles que j'ai croisées aussi dans ma vie. Pour s'imposer, doit parler le même langage que les hommes, doit aller après le travail, after work, dans des bars ou passer les mêmes codes. Les mêmes codes. Justement, comment vous étiez perçue, puisque vous êtes une espèce rare, femme dans la cybersécurité, perçue par vos clients, perçue par vos collaborateurs, peut-être les médias, puisque vous en avez aussi fait? Ça peut paraître paradoxal, mais on a les deux. Il y a ceux qui sont admiratifs. Tiens, il y a des femmes dans la cyber, mais c'est formidable. Et il y a ceux qui disent, il y a les autres qui disent, non, c'est pas pour elles. Et on le voit dans les salons de la sécurité. La majorité des femmes, ce sont les hôtesses. L'hôtesse, la commerciale ou la fille du marketing. Après... Parce qu'une fois, toute l'équipe a été augmentée, sauf moi, alors que j'étais la plus diplômée, la plus compétente. Et je vais aller voir mon chef, Bernard, pourquoi tout le monde est augmenté sauf moi? Il me dit, regarde ton ventre, tu fais pas de l'aérophagie, t'es enceinte. Donc pourquoi je vais t'augmenter, tu vas partir en congé maternité. En fait, j'ai la quadruple peine. Je suis dans un milieu, dans des métiers d'hommes, il faut le dire, avec plein de diplômes. C'est pareil aussi, c'est une contrainte. Être femme aussi, je veux pas dire que c'est une contrainte, mais en plus avec un prénom exotique, comme on me l'a dit un jour, ça fait trop quand même, ça fait trop de choses. J'ai souffert aussi de discrimination. Ça à tous les niveaux, mais je me suis toujours placée au-dessus en disant si on écoute les autres on n'avance pas, mais tant qu'on avance c'est autre chose. Moi je garde juste un seul proverbe de ma mère qui me dit tant qu'on te poignarde dans le dos c'est parce que t'es devant. Après, il faut cette carapace. Par moment, il faut prendre à la légère, rigoler, avancer. J'ai avancé, j'ai jamais pris en considération. C'est vrai que ça fait un peu mal sur le coup, mais ça nous motive. En tout cas, moi, ça me motive encore à dire dans cette société, il faut que ça change. Il faut qu'on accepte les femmes telles qu'elles sont. Il faut qu'on accepte les femmes qui ont un prénom exotique. Il faut qu'on accepte les femmes qui sont dans des milieux techniques. Voilà, il faudrait qu'on arrive à nous imposer, en fait. D'autant plus que les métiers de la cybersécurité sont des métiers d'avenir. Ah oui. On va avoir besoin de beaucoup de personnes qualifiées dans les années qui viennent. On va avoir besoin d'ici 2021, c'est bientôt, c'est demain, 3,5 millions de postes vacants. Il va y avoir tout ça. Alors pourquoi? Parce que déjà, première chose, le numérique, aujourd'hui on est fou, le numérique c'est bien d'actualité. Sans le télétravail, on n'aurait pas pu, pour plusieurs entreprises, continuer leur activité.
aussi, on voit arriver beaucoup de nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la blockchain, le cloud, hein, tous ces aspects-là apportent des vulnérabilités parce que les attaquants sont beaucoup plus organisés, beaucoup mieux structurés, et parce que ça permet d'avoir des gains à tous les niveaux, au financier, mais aussi on peut aussi tout ce qui concerne l'intelligence économique. Et paradoxalement, on ne forme pas assez. Pour vous donner une idée, en France, sur 6000 postes ouverts, les écoles fournissent que 1000 par an. Donc il y a 5000 qui restent, des postes qui restent vacants. Mais du coup, les attaques, elles sont quoi? De plus en plus violentes, de plus en plus fréquentes? Elles sont de plus en plus violentes, elles sont de plus en plus fréquentes. À titre d'exemple, la plus récente, c'est celle de EasyJet. 9 millions de comptes ont été exfiltrés. Ça veut dire qu'on a réussi à rentrer dans une base des clients et on a volé cette base des clients. Les 9 millions de comptes, ça date d'hier, hein, ça a été confirmé par EasyJet hier. Et c'est dommage parce qu'on a tous un jour acheté un billet chez EasyJet, on a laissé un numéro de carte bancaire, on a laissé l'email. Donc, du coup, là, il ne faut pas s'attendre à ce que les attaquants qui ont récupéré ces 9 millions de comptes ne fassent rien derrière. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Pirater des comptes bancaires? Les comptes bancaires, hein. C'est pour ça que moi, j'ai publié sur mon réseau LinkedIn hier 2 conseils, attention au phishing, pour expliquer. C'est un message que vous allez recevoir d'un attaquant. Cliquez sur le lien. Vous cliquez sur le lien, vous installez un virus, un malware, ce qu'on appelle le malware, qui va voler tout ce qu'il y a sur votre disque, qui peut faire aussi chiffrer le disque. Donc, il vous bloque le disque si vous payez pas d'argent. Ils débloquent pas donc tout ça va arriver. Donc les phishing, ils vont arriver. Deuxième conseil, faire attention à ces mouvements bancaires parce qu'avec tous les numéros de compte bancaires qu'ils ont volés, ils vont certainement essayer d'acheter des voyages, des voitures. Et les exemples ne manquent pas. La mairie de Marseille aussi, qui a été attaquée, pareil aussi. Hein. C'était juste la veille du premier tour des élections municipales. Donc oui, les attaquants ont toujours été actifs, encore plus en cette période. Et malheureusement, en face, encore une fois, on n'a pas assez d'experts, on forme pas assez pour faire barrage à ces attaquants qui ne cessent de diversifier, de cibler aussi. Parce que quand on cible, on y arrive, on trouve la faille. Parce que l'entreprise qui est sécurisée à 100% n'existe pas. L'idée que je ne serai jamais attaquée parce que je me suis bien protégée est fausse. L'idée, c'est de dire, je risque d'être attaquée. Et à ce moment-là, comment rebondir ? Vous travaillez dans la cybersécurité au service des entreprises, mais vous êtes aussi très investi pour la sensibilisation du grand public. Quelles sont les actions que vous menez? Là, vous nous avez parlé de ce post LinkedIn. Vous allez dans des écoles aussi pour sensibiliser les plus jeunes et le corps enseignant. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus globalement? J'ai remarqué qu'il y a un vrai problème dans la compréhension de l'usage de ces outils-là. On laisse les enfants très jeunes... Là, vous montrez, je dis pour les gens qui nous écoutent, vous nous montrez votre smartphone. Voilà, smartphone, voilà, pardon. Tout petit, on leur met entre les mains des tablettes, des smartphones, mais on mesure pas le risque. Et c'est avéré qu'un des copain de mon fils dans la classe où il était, en CM1, faisait des choses qui, normalement, très, très dangereuses, hein, se filmer, passer ça sur YouTube. J'ai appelé la maman, je suis allée voir la directrice, on me dit, attention, vu la réaction du monde autour de moi, dans l'école, dans les mamans des enfants qui faisaient ça, je me suis dit, il y a un problème. J'ai même écrit au ministre de l'Éducation nationale de l'époque en demandant, il faudrait que l'éducation nationale se charge de ce problème. Il faut expliquer aux enfants, comme on leur explique le bonhomme est vert, tu traverses, le bonhomme est rouge, tu t'arrêtes. Il faut leur expliquer l'usage, le bon usage de ces outils. Et donc, depuis cette année-là,
j'ai pris mon bâton de pèlerin pour faire de la sensibilisation. Je fais ça régulièrement. Je rencontre des parents, je rencontre les lycéens aussi qui mettent leur vie sur Facebook, qui se rendent pas compte de ce que ça peut leur coûter un jour. Et là, ça nous amène aussi vers les aspects de cyberharcèlement. Et on parle de ces sujets uniquement quand il y a un suicide. Après, on oublie. Alors qu'il faut en parler tous les jours, il faut expliquer tous les jours. Et aujourd'hui, on a un programme dans le CEF6 où je ne suis plus seule comme depuis une dizaine d'années, mais on a un groupe dans le CEF6 qui travaille, et notamment on travaille avec l'Académie de Versailles, par exemple, pour mettre en place un programme de sensibilisation dans les écoles, mais très très important programme. On travaille aussi avec d'autres associations, dont une association à Paris qui s'appelle Le Numérique pour tous. On fait les professionnels, mais on fait aussi le grand public. On l'a compris, l'action bénévole, elle a une place très importante dans votre vie. Et on va parler maintenant plus précisément du rôle du CEF6, qui est donc le Cercle des femmes de la cybersécurité. Cette association, vous l'avez créée en 2016. Pourquoi ? Comme je vous l'avais dit au démarrage, c'était un peu un malaise d'être une femme seule dans les équipes, d'avoir certains comportements. Vous êtes partie de votre cas particulier. Mon cas particulier, c'est que tous les ans, je suis encore une fois bénévole pour intervenir au salon de l'orientation. Aucune fille ne s'arrêtait pour demander, Madame, c'est quoi ce métier? Et une fois, il y a une jeune fille qui lui dit, papa, attends, je regarde, cette femme, elle veut parler cybersécurité. C'est quoi ce métier? Est-ce que je peux faire ça? Et le papa lui répond, mais non, ma fille, c'est pas fait pour toi. Ça, c'est pour les garçons, c'est le métier des hackers. Je lui dis d'abord, monsieur, vous m'excusez, si ça se voit pas, je vais vous montrer que je suis une femme. Je suis pas un homme. Et de deux, ça fait plusieurs années que je fais ce métier et je suis passionnée comme au premier jour. Il s'est excusé. Il est resté, il s'est assis et on a bavardé, c'est un avocat. Et notre association, c'est pas une association contre les hommes, c'est une association, d'ailleurs elle est ouverte aux hommes. Elle est mixte, il y a à peu près 250 professionnels, hommes et femmes. Voilà, il y a des professionnels qui œuvrent pour avoir plus de présence, plus de leadership des femmes dans le domaine de la cybersécurité à travers un programme très important de sensibilisation de tous les acteurs au fait que il y a des femmes dans la cyber et qui sont sur des aspects techniques, sur des aspects moins techniques, des aspects juridiques ou des aspects voire organisationnels de ces métiers. Donc vous sensibilisez l'ensemble du secteur et vous aidez aussi des femmes qui pourraient être intéressées à trouver la bonne formation, vous les accompagnez? Oui, à travers un vaste programme de coaching et de mentorat. Et d'ailleurs, on a publié un livre, c'est un guide des métiers, des formations. Donc on explique quels sont tous les métiers qu'il y a autour de la cybersécurité et quelles sont les formations pour accéder à ces métiers. Il y a à peu près 500 formations différentes. Et avec le CEF6, j'ai signé un partenariat avec une école l'année dernière pour former plus de femmes à la cyber. J'ai établi avec l'école le programme et pédagogique de la formation, parce que je viens de l'opérationnel, je viens des entreprises, je connais ce qui manque dans les entreprises aujourd'hui, et donc je voulais orienter cette formation, et formation pour 15 femmes, c'était très très bien déjà, on a commencé par ça, et on va lancer d'autres formations, et on a des mentors aussi qui vont aider ces personnes. On a beaucoup d'étudiantes qui font des masters et autres, et ils se disent moi j'ai envie de travailler dans la cyber, par quel bout je prends le chemin? Et aujourd'hui on a des dizaines de mentorats en cours. À chaque épisode, notre première dame nous livre une anecdote amusante, gênante, révoltante, bref, un épisode qui vous a marqué, Nassira Salvan. Vous m'en avez donné beaucoup, alors c'est vrai que ça va être difficile de retrouver une anecdote. En fait, j'étais
j'étais consultante experte, formatrice. Et là, je parlais d'un protocole qui s'appelle l'OSPF, un des protocoles de communication sur Internet, en fait, qui est très, 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 très complexe. Même si aujourd'hui, ça marche tout seul. Et il fallait détailler le détail du détail du détail du détail. Et à la fin de la formation, ces stagiaires allaient passer un examen, allaient obtenir une certification. Et puis j'entends quelqu'un qui dit « Oh là là, le sujet, il a l'air très très difficile. » Ils étaient 20 dans la salle. Et puis quelqu'un lui dit « Oh, il n'y a pas de souci, hein, si une blonde est arrivée, pourquoi pas nous ?» Mais comment vous voulez réagir à ça? Alors vous avez répondu ou vous avez fait semblant de pas entendre? Si, je l'ai regardé, juste, je pense qu'il a compris ce que je pensais, mais j'ai pas répondu en fait. On passe maintenant au quiz. Apple ou Microsoft? Apple. Pourquoi? Plus sécurisé. Chemise ou sweat à capuche? Les deux. Ah, donc ça veut dire que vous êtes parfois aussi en sweat à capuche Quand je travaillais à la Société Générale, que je travaillais dans les data centers, hein, qu'il fallait brancher les câbles, tirer les câbles sous les faux planchers, ça me fait pas confort. Peur. Hein. Non, confort, voilà. Réseaux sociaux ou pas? Si. Ça fait partie de la communication aussi. Il faut savoir gérer, par contre. Merci beaucoup Nassira Salvan et merci à vous qui nous avez écoutés. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Je vous retrouve le mois prochain pour la dernière invitée de Première Dame. Et oui, déjà, d'ici là, venez me faire un petit coucou sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, Twitter et Facebook. Ciao, ciao!